Clarisse Noailles, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'accepter de venir dans l'émission Sans filtre. L'émission où toutes les questions sont permises et posées sans tabou. Vous êtes la première femme à accepter de venir dans l'émission Sans filtre. Donc c'est un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir. On va parler un peu de vous, on va parler un peu de l'actualité tchadienne. Mais déjà, à commencer, qui est Clarisse Noailles? Parlez-nous un peu de votre parcours. Je commence par dire que c'est un honneur pour moi d'être la première femme que vous accueillez donc à votre émission. Et j'espère être à la hauteur, parce que les autres femmes vont suivre. Bien sûr. Je suis née le 23 juin 1973. Mon père, il s'appelle Nomaï Madanan, il est de Yomi. Ma mère, Tamboracher, est de Bédiondouli. Donc c'est un peu dans la même localité du Moyen-Chari, que nous connaissions. J'ai 6 frères et une sœur. Je suis mariée à M. Aladoum et j'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. Actuellement, je suis avocate au barreau du Tchad. Je dirige un cabinet d'avocats appelé cabinet Nomaï Clarisse. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai oublié. Vous avez fait vos études ici, à l'extérieur? Alors, c'est tout un mélange. Alors, j'ai commencé à N'Djamena, à l'école primaire, l'école du centre. Après l'école primaire à Sarre, à l'école Notre-Dame. Ensuite, il y a eu l'exil et tout ce que vous avez connu. Vous savez un peu des années 80 que nous avons connu. J'ai continué à Brazzaville parce que mon père était en exil là. Et de là, nous sommes rentrés. Je suis entrée au collège évangélique. D'ailleurs, je salue. Et le lycée Boué, où j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis allée au Burkina Faso pour les études supérieures en droit. Après cela, j'ai eu la chance de faire un master aussi aux États-Unis. Voilà un peu mon parcours. Et vous êtes revenu aujourd'hui, vous avez un cabinet qui fonctionne ici, sur place à N'Djamena. Alors, vous êtes, je l'ai dit, des petites recherches qu'on a fait sur vous, vous êtes auteur. Ah oui, j'ai vous êtes auteur, vous avez écrit des ouvrages. Moi, j'ai envie de poser la question, quand Maître Clarisse n'écrit pas, quand elle ne milite pas, quand elle ne plaide pas, qu'est-ce qu'elle devient? Je suis la femme d'un monsieur appelé Aladoum. Parce qu'il y a un moment, j'étais donc et la femme de monsieur Aladoum et aussi la maman de ses enfants. Mais les enfants là ont grandi, ils sont partis. Donc je suis donc redevenue simplement la femme de ce monsieur. Et je m'assure que la maison fonctionne. Et je m'assure aussi de son dîner chaque soir parce qu'il n'aime pas les repas frais. Ok. Très bien, très bien. Alors, vous avez choisi, en tout cas vous, de vous engager pour défendre les droits des femmes. Pourquoi vous avez fait ce choix? C'est par rapport au constat que j'ai eu à faire en grandissant. En fait, il y avait des problèmes, plein de problèmes liés aux femmes. On voyait des femmes être violées, violentées et autres, mais on n'en parlait pas parce qu'on nous disait que c'était interdit d'en parler. En grandissant et en s'étant confrontée à d'autres cultures et d'autres réalités, je me dis, mais pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas défendre les femmes? La défense est venue donc liée à ma profession actuelle peut-être. Mais sinon déjà mes réflexions dans ce sens étaient déjà avancées. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous a poussé à faire le droit? Non. 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 Quand j'avais eu mon bac, j'avais le choix entre être journaliste, peut-être j'allais être à votre place aujourd'hui, et puis le droit. Donc j'ai opté pour le droit. Mais j'ai choisi d'être avocate. Pour plusieurs raisons. Peut-être que aussi une des raisons, c'est de défendre les droits des femmes. Le droit en général. L'injustice me pose problème, m'a toujours posé problème. Donc je me suis dit pourquoi ne pas s'engager dans cette profession pour mieux faire. Très bien. Alors vous, moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes féministe? En fait, le féminisme de mon point de vue, c'est la défense des droits des femmes, dans le sens de la réduction de ces inégalités qui se sont installées dans notre société. La femme est regardée comme un sous-humain. Donc pour moi, le féminisme, c'est de combattre cette inégalité-là et amener tout le monde à comprendre que tu sois femme ou homme, tu es un être humain et tes droits doivent être respectés au même titre qu'on te réclame un certain nombre de devoirs. Alors si c'est cette féministe que vous voulez? Oui.
Alors, être féministe aussi pour certains, c'est dire que si le mari ne balaye pas, je balaye pas. Si le mari ne cuisine pas, je cuisine pas. Est-ce que c'est pas, qu'est-ce que vous pensez de cette perception du féminisme pour certains? Je suis née dans une société où il y a les valeurs culturelles, coutumières, qui nous accompagnent, nous les femmes, que ce soit les hommes ou les femmes. Et donc, il y a eu cette séparation qui raisonnablement n'ont pas de sens, mais pour la société, ça a quand même un poids. Je peux demander à mon mari, par exemple, en présence de ma belle-sœur ou de ma belle-mère, de se lever, de me faire un petit déjeuner. Non, je ne fais pas. Mais non, si je me retrouve dans des conditions où je peux lui demander, je vais lui demander. Mais c'est... quand on demande un certain nombre de choses, à l'heure actuelle, parfois on heurte la sensibilité des gens. Et je crois que si on veut mener un combat pour la réduction des inégalités entre hommes et femmes, il ne faut pas aller avec la force. Allons doucement. Oui. C'est devenu quand même du business pour certains au Tchad ici. Pour certaines femmes. Mais je ne suis pas dans ce business, donc je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Très bien. Mais quand même, c'est quand même devenu du business. C'est comme un mouvement de rébellion. C'est comme un mouvement de rébellion qui se crée un peu dans la société. C'est comme des femmes frustrées qui essayent de trouver un espace d'expression et donc qui se transforment un peu en féministes. Vous êtes d'accord avec moi que ça existe quand même, ce courant-là, de féministes? Vous êtes d'accord que ça existe? Ben c'est ce qu'on... Je sais pas, c'est ce qu'on dit. Ok, je vous informe alors que ça existe. D'accord. Quelle analyse vous faites sur ce courant-là? Je me dis qu'il faut qu'on s'assoie parce que le combat du féminisme, ce n'est pas un combat de femmes ni d'hommes. Toute personne qui est contre l'injustice, qui ne tolère pas que les droits d'un être humain, qu'il soit femme ou homme, soient violés, doit être féministe. Enfin, s'il veut. Mais dans tous les cas, c'est ça. C'est cette inégalité-là qu'on ne voudrait pas voir dans notre société, simplement. Je ne suis pas dans ce courant. D'accord. D'accord, très bien. Moi j'ai envie de vous poser la question. Vous êtes femme, vous défendez les droits humains de façon générale, particulièrement le droit des femmes aussi. Qu'est-ce qui, selon vous, est la principale barrière à l'émancipation féminine au Tchad? Nos considérations sociales. Nous avons grandi, en fait, de mon temps, peut-être que les choses se sont un peu améliorées, mais le temps de mes mamans, grand-mères, voilà, j'ai vu les considérations sociales. La femme est inférieure à l'homme. Et apparemment, ça a été transmis de génération en génération. Je vais vous donner un exemple. J'étais en train de donner une conférence, je crois que lors de la semaine des femmes où on parle là, lors d'une conférence, je disais que la fille est aussi intelligente que le garçon, si on les met dans les mêmes conditions. Il y a un garçon dans la salle qui m'a regardé comme ça. Il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est là en train de dire encore? Ce sont les considérations sociales qui font que aujourd'hui nous avons des difficultés pour faire émanciper la femme. Moi, je suis d'accord pour tenir compte de nos considérations coutumières et sociales, mais lorsque on doit mettre les filles et les garçons dans les mêmes conditions, et vous allez voir qu'elle va briller plus que le garçon. De cette manière, donner la chance à tout le monde. Donner la chance à tout le monde. D'accord, très bien. Les parents doivent le faire. Alors, vous êtes juriste, vous êtes avocate. Peut-être que je peux me tromper des termes, parce que je ne suis pas du domaine. Moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir quel regard vous portez sur la justice tchadienne. Est-ce qu'elle est réellement indépendante? Non, la justice tchadienne, elle n'est pas indépendante parce que moi, je fais partie du milieu, je connais. Il y a l'influence du pouvoir exécutif, alors que normalement, on a la séparation du pouvoir. Donc, lorsque vous avez un magistrat qui a peur de prendre une décision, de perdre son emploi ou bien son poste ou bien d'être affecté dans des conditions qu'il ne souhaite pas, cette personne-là va réfléchir 2 fois lorsqu'on va lui demander de prendre une certaine décision. Deuxièmement, je suis du système, comme je vous le dis, et j'ai été victime. Simplement du fait que peut-être le procureur ou un des avocats ou quelqu'un a des relations avec un certain membre de la justice, ça peut être le magistrat, ça peut être je ne sais pas quoi, et ça peut influencer sur sa décision. Et le droit n'est pas dit normalement? Non. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour rétablir la confiance
de la justice auprès de la population? Qu'est-ce qu'on fait pour amener les citoyens, c'est-à-dire à faire confiance à la justice? Ou bien ce n'est plus possible? Si c'est possible. C'est qu'on fait? possible si on sanctionne ou on rappelle à l'ordre ces magistrats ou ces avocats qui, ne, qui font un peu du contre-courant du droit. Si on rappelle ça, ce sont des êtres humains. Et puis nous avons des institutions bien... Au Tchad, on n'a pas de problème de texte. C'est l'application de ces textes qui pose problème. Si on applique correctement ces textes, peu importe la tête de la personne, je crois qu'on va rétablir la confiance du citoyen vis-à-vis de la justice et les gens iront de plus en plus vers la justice au lieu de se faire justice eux-mêmes. Vous allez voir, il y a des gens qui se retrouvent en train de se faire justice simplement parce qu'ils disent que même si je vais là-bas, je ne vais rien obtenir. Effectivement. C'est ce que beaucoup de citoyens se disent d'ailleurs. Que on ne peut pas... il faut, soit vous faites justice vous-même, soit vous laissez tomber. Exactement. Il n'y a pas moyen de se faire entendre. Il ne faut pas perdre de confiance. On a des bons magistrats, on a des bons avocats qui font de leur mieux, qui se battent pour qu'on respecte un peu notre système judiciaire. Très bien. Alors, sur les réseaux sociaux, vous êtes très présent. Moi, je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous avez un ton un peu libre, parfois taquin, parfois ironique. Pourquoi vous avez fait ce choix-là d'utiliser ce style sur les réseaux sociaux? En fait, je crois que quand je me présentais, j'ai oublié de préciser que je suis écrivaine. Donc, j'ai 5 œuvres à mon actif éditées. Donc, j'ai cette facilité d'écrire. Je crois que c'était en 2018. Quand j'ai commencé vraiment à être très active sur les réseaux sociaux, chaque vendredi, je publiais ce qu'on appelle les chroniques de Tamti. C'est-à-dire c'est un quartier imaginaire où tout se passe en tout. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'intérêt lorsque je parlais des choses qui se passaient, c'est-à-dire nos réalités. Donc, je me dis, alors pourquoi ne pas y aller? Et c'est comme ça que je me dis, pour faire passer des messages, il faut parler le langage commun. Et comme ça, vous faites passer votre message. Mais bon, il y a des moments aussi, je suis très dure, il paraît. Oui. À un moment, vous êtes un peu dur, mais voilà. Moi j'ai envie de poser les chroniques de Tamti dont vous parlez. Est-ce que ce sont des histoires vraies ou bien des histoires imaginées en vous inspirant de ce qui se passe dans la société? C'est ça le mot. C'est l'inspiration. Oui. En fait, je mets en scène peut-être une inspiration que peut-être j'ai vécue, j'ai rencontrée. Et puis, je ne vous cache pas que le palais, c'est notre société en miniature. Donc, tout se passe là-bas. Donc, lorsque j'assiste à un procès, ça me donne de l'inspiration et donc je viens mettre ça dans Tamti à travers un certain nombre de personnages. D'accord. Ouais. Très récemment, on a assisté en tout cas à des vagues de violence basées sur le genre. Et le cas le plus récent, c'est moins d'une semaine, une fille a été assassinée à Walia, je crois, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les violences basées sur le genre s'aggravent dernièrement? Alors, qui accusé, je ne sais pas. Commençons par ce que représente la femme pour un homme ou pour un garçon. La femme ne représente pas forcément quelque chose de valeureux, à part sa mère. Beaucoup, là, en dehors de leur maman, la femme ne représente pas grand-chose. Donc, quand il est en face d'une femme, il considère comme un objet et veut en faire ce qu'il veut. De plus en plus, il y a l'exposition aussi des jeunes filles à travers les réseaux sociaux. Ça donne d'autres idées, ça aggrave même leur situation aussi. Et également, les mêmes filles ne prennent pas de précautions pour aller là où elles doivent aller. Donc, tout le monde peut être... On peut reprocher des choses à tout le monde. Le regard de la société vis-à-vis de la femme, le comportement de la jeune fille, même des femmes aussi, des grandes femmes aussi, ça fait qu'on chosifie un peu la femme. Donc, il va falloir qu'on revienne et qu'on réfléchisse autrement. La responsabilité aussi de l'État et de la justice qui ne condamne pas aussi les auteurs de ces actes, est-ce que ce n'est pas ça qui encourage aussi ces violences?
puisqu'on avait déjà parlé de la justice, je pensais qu'on revenait par là. Ça, Mais bien sûr, bien sûr, il faut que la justice condamne sévèrement pour décourager les futurs, comment on appelle, les prochaines personnes qui seraient tentées de s'engager dans de tels actes. C'est ça. Alors, quel est votre regard sur la gouvernance actuelle du Tchad? Parlons, parlons de la gouvernance politique, si vous voulez. On parle là aussi du social, on parle de la cherté de vie, du manque d'électricité. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la gouvernance de façon globale du Tchad? Quand vous êtes dans un pays où vous avez 80% des personnes qui se plaignent, c'est inquiétant. Nous n'avons pas d'électricité, il fait très chaud, alors que nous avons le soleil, source d'énergie. L'État a les moyens de la transformation de cette source d'énergie-là pour nous rafraîchir lorsque nous sommes dedans. Ça ne se fait pas. Il fait très chaud, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, les gens se plaignent des logements. La pluie est en train d'arriver, on se demande qui sera dans la rue et qui sera chez lui. La société se plaint. Ça veut dire que nos gouvernants ont une grande responsabilité pour nous rassurer que nous vivons dans un État où, en tant que citoyens, nous devons avoir confiance en nos gouvernants pour nous protéger, pour nous créer des conditions, et même les conditions ne serait-ce que pour évoluer dans nos petites activités privées et autres. Vous n'avez pas de l'électricité, vous savez la consommation, le groupe. Vous ne pouvez pas faire fonctionner un groupe 24 heures sur 24, alors que vous avez besoin de l'énergie pour faire fonctionner vos affaires. C'est ça. On n'en a pas. On s'inquiète. La cherté de vie. La cherté de vie, n'en parlons pas. Mais puisque le salarié moyen peine à nourrir sa famille. Aujourd'hui même, on venait là devant les banques. Mon chauffeur qui me dit, mais il y a toujours des rangs devant la banque. Je dis non, ils ne sont pas allés là pour leur salaire. C'est pour demander une avance sur le salaire. Ça veut dire alors que le mois venait à peine de finir. Le salarié moyen tchadien peine à nourrir sa famille. C'est qu'il y a un problème. Sérieux? La moindre des choses, la chose la plus élémentaire, c'est de nourrir ta famille, de lui trouver un logement et de le soigner. Et si l'éduquer aussi, les enfants. Mais si vous n'avez pas les moyens de le faire. Si vous étiez présidente du Tchad, si on vous nommait président du Tchad pendant une semaine, pendant 2-3 ans, qu'auriez-vous fait? Je regarderais le citoyen. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les conditions de vie de mes concitoyens? Ce serait ma première priorité, puisque si je suis élu à ce poste. Oui, bien sûr, si vous êtes élu à ce poste, vous regardez le citoyen, vous apportez des solutions, mais ce n'est pas aussi facile comme on le dit. Non, ce n'est pas aussi facile parce que même hier, je discutais avec quelqu'un par rapport aux mairies. Et la personne était en train de m'expliquer, il dit, ok, c'est bien beau, ces projets, ces programmes pour les mairies, mais est-ce que tu connais leur budget de fonctionnement? C'est pas facile. Mais nous avons des Tchadiens intelligents, des Tchadiens compétents, techniciens, qui peuvent dans chaque domaine apporter leur expertise. Parce que être ministre, ou je ne sais pas être quoi, vous n'apportez pas des solutions miracles. Vous avez besoin de techniciens qui connaissent tel ou tel domaine pour vous présenter un projet réel. Et en fonction de ça, vous essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez contribuer. Vous voyez par exemple dans les autres pays, il y a les taxes, il y a ceci, cela. Ces taxes contribuent quelque part. Voilà. Donc, il faut des techniciens qui accompagnent le politique pour pouvoir donc améliorer la condition. Mais ce n'est pas facile, mais c'est réalisable. Très bien. Moi, j'attendrai le jour où vous serez président. Je serai le premier à apporter des critiques sur votre gouvernance. Alors, on va parler de vos projets. Vous avez un cabinet. C'est quoi vos projets à long terme? Vous êtes auteur. C'est quoi vos projets à long terme? Non, je continuerai à l'amélioration des conditions de travail de mon cabinet. Ça, c'est ma principale source de revenus. Donc, voilà. J'y mets beaucoup de temps et puis d'énergie et enfin, tout ce que je peux pour que ça avance. L'écriture, je ne vais pas arrêter d'écrire. Par contre, je travaille sur la relève. Donc, j'ai un projet que j'ai
j'ai commencé depuis, ça fait quoi, 6 ans, Miss Littérature. Donc, j'encourage les jeunes filles à écrire à travers donc, une compétition appelée Miss Littérature. Miss Littérature, à travers cette initiative, vous êtes un exemple pour beaucoup de filles, même pour ceux qui n'aiment pas la lecture, vous êtes un exemple de réussite, je dirais, entre guillemets. Si pour être un peu modeste, pour ne pas essayer de vous choquer, mais vous êtes un exemple de réussite pour beaucoup de filles. Vous êtes aussi un modèle pour beaucoup de filles. Moi, j'aimerais dire, quel conseil vous donnerez aux filles qui aujourd'hui vous suivent et qui disent qu'ils veulent devenir comme vous? Je crois que je l'ai déjà dit une fois, le travail. On vit dans une société où on a l'impression que la facilité paye mieux. Et c'est faux. Et je reste convaincue que seul le travail paie. La persévérance et le Tout-Puissant. Quel conseil donnerez-vous aux filles qui aimeraient aller plus vite? Aller plus vite. En s'adonnant à des pratiques parfois qui ne sont pas... N'y allez pas, ça va vous détruire. N'y allez pas. N'y allez pas. La facilité n'a jamais payé. N'y allez pas. Très bien. On est en train de presque finir notre émission, notre entretien. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avant de vous laisser partir, de façon générale, qu'est-ce que vous pensez de l'implication aujourd'hui des femmes dans la gouvernance du pays aujourd'hui? Non, c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant. Les 30%, ça vous suffit, vous? Vous aimeriez plus que ça? Vous voudriez voir les femmes avoir à des pourcentages plus élevés que ça? Non, moi, je suis pas en faveur des chiffres accordés. Je voudrais qu'on mette la femme compétente à la place qu'elle mérite. Ça peut être 10%, 50%, 100%. Si vous pensez qu'elles sont compétentes et qu'elles peuvent faire le travail, mettez-les là. Mais ne mettez pas des chiffres. Ça veut dire que si on ramène à 10%, ça ne vous générerait pas? Si elles sont compétentes, mais 10% des femmes dans une société où les 90% des hommes avaient échoué, le miracle qu'on va faire. Dans les nominations, précisément. Si on ne tient pas compte des 30% et qu'on retrouve 10%, ça ne vous générerait pas. Mais 10% des femmes compétentes, mais c'est ce que je dis. Oui. Elles vont faire des miracles. Parce que lorsqu'une femme s'engage dans un truc, elle le fait à fond. Les chiffres ne sont pas importants pour moi. Ce sont les femmes compétentes que je voudrais voir au travail. Merci, Maître Clarisse Nomaï. On est arrivé à la fin de cet entretien. Mais avant de vous laisser partir, je vous laisse quand même le temps de dire votre mot de fin. Merci à Tchad Info. Vous faites un très bon travail. Merci. Et ça fait toujours plaisir de participer aux discussions, bien échanger, partager. Continuez à faire ce que vous faites. Et voilà, qu'on ne baisse pas les bras. On se plaint beaucoup, on se dit que c'est difficile, mais je crois que nous sommes des êtres humains capables de faire des miracles pour le changement de nos conditions de vie. Merci, Maître Clarisse Nomaï. Je rappelle que vous êtes la première femme que je reçois dans l'émission Sans filtre. C'est un honneur, en tout cas pour nous, de vous recevoir. Merci d'avoir accepté de venir et aussi de répondre à nos questions. C'était un réel plaisir. On serait aussi très ravis, en tout cas, de vous recevoir très prochainement si dans le futur vous êtes président de la République du Tchad. Merci à vous. Merci.